Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifrit et TSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Ifrit. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, jeudi soir, le 4 décembre, la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine a été publiée. C'est un document officiel qui porte la signature de Donald Trump et il liste les objectifs et les moyens que se donne le pays en général, mais aussi les priorités concernant les différentes régions du monde. Les deux points les plus marquants de cette édition, c'est que l'Amérique latine est citée en tout premier, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent, mais aussi qu'un ton vraiment très dur est employé vis-à-vis de nous, les Européens. Beaucoup d'analyses sont sorties depuis la semaine dernière, mais nous voudrions entendre la vôtre. Le texte présente une nouvelle rupture assurément, mais jusqu'à quel point ? Laurence, dites-nous un peu comment vous analysez ce National Security Strategy de Trump 2. La posture de défense des États-Unis est remise à jour par chaque nouvelle présidence, chaque nouvelle administration. Et elle se déploie en réalité avec plusieurs textes qui forment comme une architecture de documents. La National Security Strategy, qui est sortie donc la semaine dernière, est la plus élevée de ces pièces de doctrine et comme vous l'avez dit, elle est signée par le président. Mais il y a aussi la stratégie de défense nationale qui est signée par le secrétaire à la défense, la Nuclear Defense Review et la Missile Defense Review qui portent sur le nucléaire et le balistique. Ça, ce sont des documents beaucoup plus sensibles dont ne sortent publiquement que des versions déclassifiées. Et puis enfin, il y a la stratégie nationale militaire qui est rédigée par les chefs d'état-major. Vous voyez donc tout cet ensemble de textes arriver à chaque début de nouvelle administration. Le texte que Trump a signé la semaine dernière est publié à la fin de sa première année à la Maison-Blanche, c'est-à-dire en réalité assez rapidement. Pour Biden, qui était arrivé au pouvoir en janvier 2021, rappelez-vous, il avait fallu attendre octobre 2022 pour que sorte sa National Security Strategy. Et alors justement, qu'est-ce qu'elle disait cette National Security Strategy de Biden ? Oui, on fait un petit peu de mise en perspective. C'était très classique à l'époque. Le texte proposait une hiérarchie des menaces avec la Chine au plus haut niveau. On l'appelait le défi structurant des États-Unis, Pacing Challenge, tandis que la Russie était une menace aiguë, une acute threat. Le document listait ensuite la Corée du Nord, l'Iran, le terrorisme, le dérèglement climatique et, au lendemain du Covid, les pandémies. Oui, alors donc face à ce tableau classique, qu'est-ce que vient dire le texte Trump ? C'est un texte de 33 pages qui est une véritable rupture avec l'ordre international libéral, vous savez, cette organisation du monde qui date de 1945, un ordre fondé sur les principes du droit international et que Biden, dont on vient de parler il y a une seconde, avait tenté de remettre en route en 2021. Chez Trump, les États-Unis ne portent pas de projet moral pour le monde. Il n'y a pas de défense de la démocratie, des droits de l'homme, du pluralisme. Le texte explique qu'il est parfaitement OK que les monarchies du Golfe, par exemple, soient des autocraties où les droits des femmes ou des homosexuels ne sont pas du tout respectés. Qu'à cela ne tienne, on va quand même faire du business avec eux. L'ordre international que propose Trump est fondé sur la loi du plus fort, entre des unités de base qui ne sont plus les alliances ou les ententes, mais les nations. Trump nous propose un monde multipolaire avec des sphères d'influence. Le problème, c'est que c'est un monde qui est très instable et donc très dangereux, là où la diplomatie américaine traditionnelle, en tout cas depuis 1945, essayait d'être un hégémone bénéfique, stabilisant pour le monde. Et alors concrètement pour les US, qu'est-ce que dit le texte ? L'objectif, c'est donc de réarmer l'Amérique dans ce monde obésien, ce monde à l'état de nature très dangereux. Concrètement, le texte explique qu'il va falloir mieux contrôler les frontières et relocaliser l'industrie aux États-Unis. Ça, c'est dans l'intérêt des classes moyennes américaines. Et il faut expliquer qu'il y a quand même une continuité sur ce point de la protection des classes moyennes, puisque Biden avait déjà entrepris de le faire pendant son mandat. Ouais, c'était les Bidenomics. Oui, la politique économique de Joe Biden. Mais il y a quand même quelque chose qui va beaucoup plus loin avec cette National Security Strategy de Trump, c'est l'importance qui est donnée au business. Le texte appelle à unleash the potential, libérer le potentiel économique des États-Unis avec la domination énergétique, la domination de la tech, la domination industrielle et même la domination en termes de ressources humaines, les talents américains. Tout cela pour faire du profit, c'est vraiment un projet mercantiliste pour les États-Unis. J'ajoute une certaine surprise parce que le terme de soft power, vous savez, le pouvoir d'influence dont on sait qu'il est tellement abîmé avec Donald Trump, ce terme soft power est utilisé à plusieurs reprises dans la liste des atouts
des États-Unis. Mais attention, il s'agit d'exporter une image très positive des États-Unis, totalement débarrassée des visions politiquement correctes. Le soft power de l'Amérique sous Trump, c'est celui d'une Amérique qui est fière de son passé, fière de ses héros. Ça, c'est pour les principes posés par le texte, mais comment ces principes se déclinent-ils région du monde par région du monde ? Ça, c'est la seconde partie de la National Security Strategy qui prend plus de la moitié du texte. La grande nouveauté, vous l'avez dit dans l'introduction, c'est qu'en tout premier dans la liste des régions vient l'hémisphère occidental, le terme américain pour dire les Amériques, depuis le Canada jusqu'à la Terre de Feu. Le continent doit clairement être géré par les États-Unis, devenir une sphère d'influence américaine. Concrètement, il va falloir tarir les flux de drogue et les flux de personnes, c'est-à-dire l'immigration. La grande nouveauté du texte, c'est qu'il parle de corollaire Trump, un corollaire Trump qui vient compléter la doctrine de Monroe. Alors réexpliquez-nous tout ça, Laurence. La doctrine Monroe et bien sûr le corollaire Trump. La doctrine de Monroe, c'est celle du président Monroe, édictée en 1823, et qui dit aux Européens à l'époque de ne plus s'occuper des Amériques. Ils n'ont plus le droit de venir. En réalité, là, je fais juste un petit caméo pour les auditeurs pour signaler que cette doctrine de Monroe n'a pas du tout été respectée au XIXe siècle. Peu de gens savent que Napoléon III a tenté de fonder un empire français au Mexique dans les années 1860. Oui, enfin peu de gens, sauf les grands admirateurs dont je fais partie de la Légion étrangère, dont la bataille glorieuse, qui est une défaite, est celle de Cameron et qui a eu lieu au Mexique, où les légionnaires se sont sacrifiés de manière absolument héroïque. Ça, c'est pour la doctrine Monroe, et voici qu'elle est complétée par le corollaire Trump, qui ajoute l'idée que non seulement les Européens ne doivent plus se soucier des Amériques, mais ce sont les États-Unis qui ont le droit de contrôler toute cette région. Le texte est donc extrêmement prédateur vis-à-vis de l'Amérique latine. Les pays doivent autoriser les États-Unis à accéder à leurs ressources et à leurs plus grandes richesses. La difficulté en l'espèce, c'est que, à l'heure actuelle, il faudra virer la Chine, qui a pris place dans un certain nombre de géographies, pour les terres rares en particulier. Absolument. Il y a une dernière chose à dire sur ce corollaire Trump, c'est qu'il vient doubler ce qu'on appelle le corollaire Roosevelt, une déclaration du président Teddy Roosevelt qui date de 1904 et qui dit en réalité déjà la même chose. Les États-Unis sont la puissance qui est appelée à dominer les Amériques. Pourquoi Trump vient-il inventer un corollaire Trump alors qu'il y a déjà un corollaire Roosevelt ? C'est très clairement pour installer la filiation entre lui et ces grands présidents impérialistes de la fin du 19e siècle. Ça, c'est pour l'Amérique latine, mais que dit ce document NSS de la National Security Strategy des autres puissances principales du monde, et en particulier la Chine et la Russie ? Eh bien, c'est très simple. La Russie n'est pas citée comme une menace dans le texte, mais comme une puissance avec laquelle il faut rétablir une stabilité stratégique. Les États-Unis s'y emploient en essayant de négocier la fin de la guerre en Ukraine, et les Européens doivent suivre cette injonction américaine. Quant à la Chine, elle est citée comme une partenaire ou une rivale commerciale avec laquelle il faut négocier le meilleur deal possible. Le texte ne mentionne pas vraiment les aspects militaires ou géopolitiques. Même la question de Taïwan n'est pas vraiment mise en avant comme très importante. Ce sont les États asiatiques qui doivent s'occuper principalement de défendre l'île. Ceci est cohérent avec l'évolution qu'on voit à Washington ces derniers temps. L'administration Trump a fait beaucoup d'ouverture à la Chine. On a vu effectivement que sur l'aspect très très stratégique des puces pour l'intelligence artificielle en particulier, Trump avait relâché les contraintes d'exportation qui pesaient sur Nvidia, qui est le grand fournisseur américain des puces pour l'intelligence artificielle. Donc il y a une sorte de flexibilité nouvelle qui est mise en place par l'administration Trump à l'égard de la Chine. Oui, à noter qu'au passage, Trump réclame quand même 25% du deal pour les États-Unis, ce qui montre toujours l'intérêt mercantile du personnage. Mais ce qu'il faut conclure là-dessus, c'est que les China Hawks, c'est-à-dire les stratèges américains qui mettaient la menace chinoise au top de la liste, sont véritablement consternés aujourd'hui par ces avancées de Trump envers Pékin. Pour eux, c'est un véritable changement parce qu'il faut rappeler que la National Security Strategy de Trump, dans son premier mandat, donc le texte qui est sorti en 2017, listait encore la Chine et la Russie d'ailleurs comme des rivales stratégiques du pays. Donc ça, c'est vraiment deux points très importants qui ont sauté dans ce nouveau texte de 2025.
Alors, la National Security Strategy passe aussi en revue, bien entendu, le Moyen-Orient. Je crois que l'Afrique obtient royalement 3 paragraphes à la toute fin du texte. Quant à l'Europe, elle arrive en 3e position. Oui, elle est mentionnée entre l'Asie et le Moyen-Orient. Depuis la semaine dernière, on a beaucoup parlé du ton vraiment très dur de ce texte vis-à-vis des démocraties libérales européennes. Elles sont accusées d'organiser un effacement civilisationnel de l'Europe à cause de l'immigration, donc là on est dans le grand remplacement, à cause des réglementations étouffantes de l'Union européenne et enfin du politiquement correct. Cette partie sur l'Europe, elle rappelle vraiment le discours du carnage qui avait été rédigé par ce conseiller extrêmement nationaliste et xénophobe de Trump, Stephen Miller. Ce discours du carnage, c'était le discours d'investiture de Trump en 2017. Il y a donc vraiment un ton quasiment humiliant pour nous. Mais cette première lecture ne raconte pas toute l'histoire, parce que quand on regarde le texte, on voit bien que les États-Unis restent quand même très engagés sur notre continent, avec l'idée de conserver une alliance transatlantique qui est réaffirmée à plusieurs endroits. Seulement, cette alliance transatlantique se déplace idéologiquement. Les États-Unis de Trump haïssent l'Europe libérale, mais ils sont prêts à aider les partis nationalistes européens. On a le souvenir des rencontres de J.D. Vance avec l'AfD, L'extrême droite allemande. l'invitation de Zemmour à l'investiture de Trump en janvier 2025, toutes les discussions avec Nigel Farage, avec Meloni, etc. Oui, ce que vous dites est très important. Il y a une rupture avec l'Europe libérale, mais pas du tout avec l'Europe nationaliste. Oui, et on est complètement sur la ligne de Moscou de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, le porte-parole du Kremlin a dit que cette NSS américaine était totalement alignée avec la politique de Vladimir Poutine. Ça pose une vraie question. Je me demande si Trump va continuer à pousser pour un réarmement européen via l'OTAN. Vous savez qu'il réclame 5% de PIB des pays européens pour la défense. Mais en réalité, le Kremlin ne veut pas du tout que les pays européens réarment à ce niveau-là. Donc je me demande ce qui va se passer sur ce point. Mais alors justement, entre Russie et Europe, à un moment donné, il va bien falloir que l'administration Trump tranche. Mais complètement, est-ce que les États-Unis vont continuer à nous donner ce dont on a vraiment besoin pour l'Ukraine ou est-ce qu'ils vont vraiment nous lâcher ? Ce dont on a vraiment besoin pour l'Ukraine aujourd'hui, c'est le renseignement américain et les autorisations d'achat d'armement américain par les Européens qui sont ensuite livrés à l'Ukraine. Je pense qu'en l'occurrence, les intérêts business vont primer et donc nous allons pouvoir continuer à acheter de l'armement américain. Ce qu'il faut bien noter pour conclure, c'est que les gouvernements et les opinions publiques européennes ont bien compris dans leur majorité qu'il faut poursuivre la guerre en Ukraine parce que si on ne fixe pas le conflit là-bas, s'il y a une capitulation de Kiev, eh bien ça va tout simplement libérer les forces russes pour qu'elles se déploient ailleurs, dans les pays baltes, en Pologne. Chez nous, à l'ouest, la guerre hybride menée par la Russie bat déjà son plein. Ce que j'ai envie de dire pour terminer, c'est que nous, en Europe, on n'est pas du tout surpris par le ton de cette National Security Strategy. On est tout seul, on le sait. Et il faut en revenir à ce qu'a proposé Ursula von der Leyen en mars 2025. C'est le plan Readiness 2030, un plan de réarmement qui prévoit 800 milliards d'euros d'ici 2030. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, Laurence, ce sera le mot de la fin et espérons que les Européens l'entendent. La semaine prochaine, je ne serai pas là, mais je serai remplacé avantageusement et comment ? Puisque derrière le micro, vous interrogerez Gérard Haro, ancien ambassadeur de France en Israël, aux États-Unis et à l'ONU. Il parlera de son livre Leçons de diplomatie et il aura certainement beaucoup à nous dire pour éclairer la National Security Strategy et les relations de la France, de l'Europe et des États-Unis. Je vous remercie Laurence et je vous retrouve en 2026. Merci Romain, à l'année prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.